Bonsoir et bienvenue dans En toute franchise. C'est l'heure de l'interview avec ce soir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tout à la fois coprésident de l'Institut La Boétie. Vous avez été candidat à la présidentielle, près de 22% des voix. Vous avez mené la campagne législative pour la NUPES. Et aujourd'hui, nous vous recevons comme l'un des principaux chefs de file de la France Insoumise. Notre pays traverse, Jean-Luc Mélenchon, on va le voir ensemble dans cette interview, tout à la fois un moment social et politique très particulier. Je voudrais d'abord qu'on commence par ce qui s'est passé hier à Sainte-Soline. C'était une manifestation contre des retenues d'eau qui sont contestées dans les Deux-Sèvres. Cette manifestation a rassemblé entre 6 000 personnes d'après les autorités et 30 000 selon les organisateurs. Elle a aussi été marquée par des violences. Aujourd'hui, c'était le retour au calme, mais le parquet a malgré tout confirmé que le pronostic vital d'un manifestant est toujours engagé ce soir. Jean-Luc Mélenchon, était-ce évitable ? Ah oui, très. C'était le plus simple à faire. Je voudrais quand même que, d'abord, en commençons par dire une pensée pour tous ceux qui sont les victimes de cette situation. La personne dont le pronostic vital est engagé, ça va de soi. Les dizaines et dizaines de personnes qui ont été blessées, mais aussi ceux dont c'est le métier et qui obéissent et servent et qui ont pris des coups dans cette affaire. Donc vous le dites pour les manifestants comme pour les forces de l'ordre. Je veux dire, je ne vais pas me réjouir de malheur arrivant à qui que ce soit. Mais après, ce qu'on me demande, c'est pas de la compassion, mais de l'analyse politique. Monsieur Gendre, il n'y avait rien à défendre là-bas. Une bassine, c'est un trou dans la terre avec un tuyau. Et pour protéger ce trou dans la terre, protéger avec des guillemets ce tuyau, on a mis 3000 policiers et gendarmes. Et ces policiers et gendarmes, une fois là, certains étaient sur des quads. Évidemment, c'est une ambiance de bataille. Mais les forces de l'ordre n'avaient pas leur place pour vous, pour maintenir l'ordre. Attendez, maintenir l'ordre de quoi? Si vous créez vous-même le désordre, c'est pas le sujet. C'est une manifestation interdite, il y avait la crainte de dégradation, d'occupation de terrain. Quelle dégradation de quoi? De l'herbe qui est foulée aux pieds, de quoi? De la bassine, et ce sont des terrains qui sont privés, Jean-Luc Mélenchon, donc il peut y avoir une occupation de terrain. Les forces de l'ordre sont là pour faire respecter l'ordre. Ça paraît pas absurde. Attendez. C'est pas, mais non, mais l'ordre, attendez, c'est pas les forces de l'ordre dont on va discuter. Moi, je suis très sceptique sur cette expression de force de l'ordre. Tout ça, c'est des grands mots. C'est l'usage qui est fait au sommet. Monsieur Darmanin savait parfaitement ce qui allait se passer, puisqu'il avait annoncé avant qu'il y aurait des violences, etc. Il y a une provocation. Mais évidemment, remettez-vous dans le contexte. Nous sommes dans un champ. Vous avez la Confédération paysanne, vous avez des organisations de défense de la terre, d'accord? Alors, il peut y avoir des agités, je sais pas quoi, mais c'est pas ça le sujet. Et puis, il y a un trou avec un tuyau. Et on déploie une force énorme. Vous savez où on en est? Vous venez de dire les chiffres. Entre 6 000 ou 30 000 personnes. Mettons qu'on prenne le chiffre de la préfecture. 6 000. Il a été tiré 4 000 grenades. Ça signifie plus d'une lacrymogène ou désencerclement. Non mais bon, désencerclement. Mais vous avez vu le paysage qui est encerclé dans un coin pareil? Jean-Luc Mélenchon, c'est une plaine. Ce que vous dites, ça vaut dans l'autre sens, pardon, parce qu'il y a aussi des manifestants qui sont venus. On a vu les images avec des haches, avec des machettes, avec des couteaux, avec des bidons d'essence, avec des cocktails Molotov. Je dis pas que c'est les 30 000 manifestants, mais ceux qui sont venus avec ça, c'est exactement la même problématique, c'est de la provocation aussi venir avec non mais écoutez, je ne vais pas défendre des formes d'action que je n'ai jamais approuvées. Pourquoi je ne les approuve pas? Non mais attendez, moi je ne fais pas de leçon de morale aux gens. Je dis ça invisibilise la lutte. Si ce soir je suis obligé de vous répondre pendant 2, 3, 4 minutes, Monsieur Mélenchon, est-ce qu'il y a derrière nous des images où l'on voit le feu, des gens cagoulés? Bon, franchement, c'est pas une réussite de la part de ceux qui ont organisé ça. La masse qui est venue là n'est pas venue là pour ça. Et puis encore une fois, moi je vais vous dire ce que j'aurais fait comme ministre de l'Intérieur. J'aurais mis 2 gendarmes avec un pliant assis devant la bassine pour dire aux gens, il ne faut pas faire ça. Parce que qu'est-ce qu'ils allaient faire? Reboucher la bassine? Eh bien, supposez qu'ils l'aient fait, Monsieur Gendre. Eh bien, on aurait creusé le trou. Et ça fait partie de, la croissance. Parce que ce dont on doit discuter, vous et moi, en ce moment, c'est pas de cette histoire-là, qui est lamentablement mal organisée par le ministre de l'Intérieur. Quand il y a des blessés de part et d'autre. Mais pourquoi ces gens font-ils tout ça? Non mais attendez, j'ai le droit de le dire quand même. C'est mon point de vue. Donc je dis, c'est organisé en dépit du bon sens par le ministre de l'Intérieur, qui après ça dit, c'est la gauche et l'ultra-gauche, et il justifie, il n'a pas un mot pour ce manifestant dont il ne sait rien, mais dont le pronostic vital est engagé. La première ministre aussi, Jean-Luc Mélenchon, quand elle pointe hier dans un tweet des actes qu'elle qualifie d'inacceptables, bon, vous avez peut-être un point d'accord avec elle, au moins sur les actes les plus radicaux, elle dit tout comme l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements. Vous vous sentez visé?
Non, je pense qu'elle parlait de l'extrême droite qui a foutu le feu à la mairie de Bordeaux, des choses comme ça, à ceux qui ont muré la permanence de ma camarade Catherine Couturier. Mais pardon, monsieur Jean, sans vouloir être insistant de trop, pourquoi ces gens sont-ils allés protester contre la bassine? Le cycle de l'eau est entièrement perturbé. Nous avons un vrai problème avec la sécheresse et l'utilisation de l'eau. Ce modèle agricole est complètement dépassé. Voilà pourquoi il y a des paysans parmi eux. La Confédération paysanne, ce ne sont pas des urbains boboïdes qui viennent au dernier moment avoir un avis sur la manière d'utiliser l'eau. Et toutes les autres organisations qui sont là, et nous-mêmes insoumis, qui avons commencé notre campagne présidentielle sur le thème de l'eau, nous sommes en sensibilité absolue sur cette question. Donc quand le ministre de l'Agriculture dit « c'est une eau pour nous nourrir », ces agriculteurs prennent l'engagement de réduire leur usage de l'eau. Et par ailleurs, ils s'engagent à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est un ensemble d'engagements. Vous dites-il ment? Je dis que je ne le crois pas. Parce que mentir, je ne vais pas faire le buzz à si peu cher. Hein. Comment il s'appelle d'ailleurs, votre ministre de l'Agriculture? Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Très bien, la souveraineté alimentaire a fait des grands bonds depuis qu'il s'en occupe. Là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ce n'est pas une production qui concourt à la souveraineté alimentaire du pays. Ce sont des productions industrielles que nous allons mettre sur le marché mondial. Eh bien, ça ne vaut pas la peine qu'on exporte de l'eau quand on en manque. Quand on entretient des cultures qui sont destinées à l'exportation, on exporte de l'eau. Nous avons besoin de garder l'eau et de l'utiliser d'une manière raisonnée, et plus comme avant, quand il y en avait tellement qu'on s'en foutait. Maintenant, il faut le faire de manière raisonnée. Donc on ne fait pas de bassines, parce que les bassines nuisent à la réserve en eau du pays. Pomper dans la nappe phréatique pour mettre dans la bassine, c'est pas une trouvaille. Les gens croient que c'est l'eau de pluie qu'on se contente de mettre. Bah non. Dans la nappe phréatique, vous avez raison. Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi, et vous l'avez rappelé dans une note de blog que vous avez publiée, des élus qui étaient dans cette mobilisation. 8 insoumis, vous les avez listés. Il y avait également la secrétaire nationale des Verts qui s'exprimait, des élus Europe Écologie Les Verts. Quand une manif est interdite, est-ce que les élus ont la mission de s'y rendre? Ça fait réagir la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Elle dit, ce qui me gêne, c'est que des élus participent à des manifestations interdites quand il y a un arrêté d'interdiction. Elle est très claire, elle dit, ils doivent être sanctionnés. Ce sont des sanctions pénales, une contravention de 4e classe, et c'est l'autorité judiciaire qui doit se prononcer. Eh bien, qu'elle le fasse. Ce sera une première. On verra une présidente de l'Assemblée nationale qui a largement démontré son incompétence et son incapacité à gérer l'Assemblée. Et vous savez, quand on est présidente de l'Assemblée nationale ou président, on est primus inter pares, on dit en latin, premier parmi les siens. Elle ne se comporte pas du tout comme la première parmi les siens, elle se comporte comme un chef de bande macroniste, c'est pas ça qu'on attend d'elle. Pourquoi les parlementaires y sont-ils? Est-ce qu'elle sait que participer à une manifestation interdite n'est pas un délit? Est-ce que vous le saviez vous-même? Eh bien, nous, on s'est renseignés. Ce n'est pas un délit. Donc vous dites qu'il n'y aura pas de sanctions et... Il n'y en aura pas, il n'y en aura jamais. Parce qu'ils ont participé à quelque chose qui a été organisé, pas par eux, mais par d'autres. Donc les parlementaires sont venus sains de leur écharpe, et heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils ont fait un barrage humain pour empêcher que les blessés prennent des mauvais coups, puisqu'il faut quand même qu'on le dise, les secours ont été empêchés d'accéder aux blessés. Donc si vous voulez, c'est pas nous qui en rajoutons dans cette affaire. Empêchés par qui, Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, de poser la question par ceux qui étaient en état d'empêcher les véhicules d'approcher la zone... Il y a quand même eu plusieurs dizaines de manifestants qui ont été secourus par les services de secours et soignés. En l'occurrence. Tout va bien, vous en êtes satisfait? Non, je dis pas moi. Je dis pas que tout va bien. Moi, je dis ce que m'ont dit mes camarades, à savoir qu'il a fallu rappeler à plusieurs reprises la préfecture pour obtenir que les ambulances puissent approcher et venir chercher les gens qui s'y trouvaient. Il a fallu que des élus, en l'occurrence c'était les élus insoumis, je ne sais pas ce que faisaient les autres, peut-être en faisaient-ils autant de leur côté, se mettent en chaîne humaine pour empêcher que les blessés soient en plus gazés. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Alors, moi j'en rajoute pas, mais je ne souhaite pas qu'on vienne me donner des leçons ou qu'on en donne aux gens des leçons de morale. Je vous garantis que la Confédération paysanne, c'est pas elle qui a mis le feu au Parlement de Bretagne il y a de cela 10 ans, si vous en souvenez. D'accord? Non, mais à un moment donné, il faut que chacun endosse sa responsabilité. Que la FNSEA est à sa disposition 3000 gendarmes et policiers pour protéger 2 trous dans une prairie, c'est un grand luxe. Tout ça nous coûte beaucoup trop cher. C'est une agriculture et une forme d'agriculture ruineuse. Alors, restons sur les forces de l'ordre, même si vous n'aimez pas ce terme. Dans un enregistrement sonore qui a été publié cette semaine par nos confrères du Monde et de Loopsider, on entend plusieurs policiers des Braves M. Ce sont ces brigades de répression de l'action violente motorisée, menacer et intimider 7 jeunes gens qui ont été interpellés en début de semaine. Ça se passe au soir de la journée de lundi. À cette occasion, un jeune homme est frappé à 2 reprises. Je vous propose d'écouter cet extrait et on en discute juste après.
Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu vas faire, moi, tu veux la deuxième. Prends exemple sur tes potes. Tu la fermes ou t'en veux une? Je ferme pas. Moi, je ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. T'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Quelle nationalité à la base? Ça en plus, un titre de séjour, tu fous le bordel. Il va partir au sérieux? Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a une réaction très claire. Il l'a dit sur ce plateau hier soir avec Emmanuel Ostian. Il saisit l'IGPN pour qu'il y ait une enquête. Il dit « Nous soutenons les forces de l'ordre, mais nous rappelons cette exigence de déontologie. Il y a des consignes pour intervenir avec proportion, éviter les gestes qui seraient déplacés ou inadaptés. » Est-ce que vous dites très bien, la réaction du préfet est impeccable? Je préfère les réactions du préfet Nunez à ce que j'ai connu avec M. Lallemand. Maintenant, il me permettra de dire que l'IGPN est une institution ridicule et pas crédible. Dans tous les autres pays d'Europe, la sorte de service qui surplombe, il en faut bien, une inspection qui est là, comporte non seulement des policiers, il en faut bien, c'est eux qui connaissent le métier, mais aussi des intellectuels, des philosophes, bon, bref, tout ça, c'est pour dire la violence n'est pas un état normal dans la société, et même la violence ou le maintien par la force de la décision de l'État mérite contrôle, surveillance, bon voilà. Donc l'IGPN est composé de policiers qui jugent leurs propres collègues. Non, tout ça est une mauvaise plaisanterie. Deuxièmement, la Brave. Parlons de la Brave. Plusieurs parlementaires. La Brave, c'est une unité, on a connu ça autrefois, ça s'appelait les voltigeurs motocyclistes. Monsieur Pasqua, qui n'avait pas la réputation d'être, un doux chanteur de mélodie, avait fini par les suspendre, les interdire, parce que après la mort de Malik Oussekine, il était apparu, ce qui était une évidence, que deux hommes jeunes sur une moto, dans la furie d'un soir, dont un une matraque, clairement, ça finit toujours mal. Donc vous demandez la dissolution de ces braves, comme ça. Trois parlementaires, M. Léaumont Porte et Hugo Bernalicis, qui est notre homme avancé dans les questions de police et d'intérieur, et qui connaît très bien son sujet, les trois proposent que l'on dissolve cette unité. Et M. Gindre, j'ajoute que si cela finira par se produire, il y a un gouvernement de la NUPES un jour ou l'autre, nous dissoudrons évidemment si ça n'est pas fait, mais c'est pas tout. Nous enverrons ces jeunes gens se faire soigner, parce que oui, absolument, ce sont des volontaires. Donc, Monsieur Gindre, est-ce que vous imaginez ce que c'est que de dire oui, je suis volontaire pour monter sur une moto et tabasser des gens en passant? J'estime que c'est un comportement qui est incompatible, et je vais vous dire même... Mélenchon, juste pardon, oui, ils ne sont pas recrutés pour tabasser des gens, ils sont recrutés pour respecter l'ordre public. Respecter l'ordre public en prenant un porte-voix pour dire « Mesdames, messieurs, rentrez chez vous » ou bien pour manier la matraque. Mais vous considérez... Mais qu'est-ce que vous venez d'entendre? Être policier, c'est être déviant psychologique. Pardon? Vouloir être policier, c'est être déviant psychologique. Vous voyez comme vous abusez. Si quelqu'un est déviant psychologique, c'est vous à cet instant. Puisque vous m'amenez... Pardon, mais... enfin, franchement, vous me surprenez. Monsieur Jean, je vous ai jamais vu comme ça. Alors, expliquez-nous ce que vous entendez. Je n'ai jamais dit qu'être... Attendez, non, mais on va pas passer la soirée à ça. Je dis que être volontaire pour monter sur une moto pour taper des gens avec une matraque, c'est manifester un état d'esprit qui ne me convient pas et que je trouve anormal. Ça n'a rien à voir avec d'autres activités. Je n'ai pas dit que toute la police était anormale. Ça, c'est pas normal. Et les gens qui auront fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, vous voyez comme moi, vous venez de passer un enregistrement. Pourquoi l'avez-vous passé? Parce que c'est une réalité. Être précis sur l'intégralité de ce qui se passe en ce moment. Pourquoi? Le journal Le Monde a fait ça. On a prévenu 100 fois. Quand c'est nous, on ne nous croit pas. Pourtant, vous avez des députés insoumis toutes les nuits qui vont chercher des gens dans les gardes à vue, si vous voulez. Ils viennent vous raconter ce qu'ils y ont vu, entendu. Et comment on les soigne? Pardon, j'ai pas bien compris. Quand vous dites on va les soigner, en quoi ça consiste? C'est une rééducation des policiers. Il faut discuter. Vous savez, il y a toutes sortes de violences pour lesquelles on fait derrière des soins, des auditions réfléchies. Pour moi, pardon de vous le dire, mais je le crois profondément. Ce n'est pas une activité normale d'être candidat pour aller frapper à 2 sur une moto des gens dans la rue. Voilà, vous avez le droit de trouver que c'est normal, qu'il en faut, pas mon avis. L'idée que je me fais de la police, vous savez ce qui s'est passé? Ce que vous venez de passer là, ça s'entend partout. Mais vous savez qu'il y a des policiers insoumis? Bon, il y en a. Il y a des commissaires insoumis, il y a des préfets insoumis. Certainement, oui. Il vaut mieux qu'ils disent pas trop qu'ils le sont, mais ils le sont. Mais ils sont écœurés. Mais est-ce que c'est pas plus simple? C'est pas leur vision de la police pour eux. Et c'est pas la mienne non plus d'ailleurs. Vous pouvez entendre, je comprends ce que vous dites, mais est-ce que vous pouvez entendre que ces policiers aussi, parce que ce sont des êtres humains, insoumis ou pas d'ailleurs, qu'ils puissent parfois être poussés à bout, perdre leur sang-froid, leur nerf, ce qui n'enlève rien au fait que les actes condamnables doivent être sanctionnés, mais ce sont aussi des êtres humains qui ont le droit à la faute, comme un manifestant qui déborderait. Mais écoutez, notre responsabilité politique
est de prévenir ce que nous savons. Je peux vous dire que parlez avec des militaires et ils vous diront si c'est une bonne idée, par exemple, d'envoyer des jeunes gens cantonnés. L'idée en général, c'est non, vaut mieux éviter. Parce que tous, on sait ce que c'est qu'un homme jeune, armé jusqu'à... Il faut faire attention. La troupe vaut ce que vaut son encadrement. Si l'encadrement est extrêmement rigoureux et ne le permet pas, eh bien, ça ne se produit pas. Là, voilà ce que vous entendez. C'est un type, ils sont deux apparemment, ils ne sont pas du tout pris par surprise, ils sont devant des gens, alors même s'ils sont fatigués, qui sont désarmés, qui ont peut-être la main sur la tête, il y en a un qui s'est pris une gifle, il se propose de lui en mettre une deuxième. Tout ça n'est pas normal, monsieur Gindre. Si vous voulez que l'idéal républicain soit respecté, c'est un métier qui est très dur. Il faut être un peu héroïque, hein. C'est leur boulot. Est-ce que là, on est uniquement sur des questions donc, de caractère psychologique, éventuellement de formation, de tempérament, ou est-ce que vous soupçonnez qu'aujourd'hui, il y a dans la police un parti pris idéologique, que certains agissent en fonction de convictions politiques? Alors, il y a tout qui se mélange, si vous voulez. À chaque époque, il y a des nouveautés. Bon, là, j'entends beaucoup parler, c'est la violence excessive du matin au soir sur toutes les chaînes de télé, tout ça n'est pas raisonnable. Regardez les archives. Nous sommes aujourd'hui... Il n'y a pas de problème de violence aujourd'hui, de votre point de vue. Pas plus que par le passé. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Et puis, on ne va pas dire non plus que parmi les gens qui se mêlent aux manifestations, il n'y a pas des gens très étranges qui n'y viennent que pour se livrer à ce genre d'activité. Mais ça, c'est l'humanité, si vous voulez. Le métier de police consiste à attraper les gens à temps, et ce qu'il faut. Pas tout le monde. Il y a eu à Paris, chaque nuit, des ramassages de masse. 200, 300, 400 personnes. Alors, on en met dans des cars, ça se transforme en... des ramassages, c'est des interpellations. Moi, j'appelle ça ramassage. Oui, je précise pour nos téléspectateurs qu'on n'aurait pas le mot ramassage. Français, donc je comprends. Mais bon, bref, écoutez, des gens qui sortent d'avoir fait leur sport, l'autre qui passe dans la rue et qui se fait interpeller, c'est-à-dire prendre et mis dans un bus, pardon, moi j'appelle ça un ramassage pour être gentil. Jean-Luc Mélenchon, il se trouve que sur cette critique du climat de violence, vous n'êtes pas le seul. Il y a plusieurs voix politiques qui sont érigées ces dernières heures. C'est le cas de François Hollande, l'ancien président de la République, qui, chez nos confrères de BFM, dit « Emmanuel Macron a exacerbé les tensions ». Jordan Bardella pour le Rassemblement national, qui sur France 3 dit « Je pense qu'Emmanuel Macron prend un plaisir malsain à ce désordre et à ce chaos. Il avait fait la même chose pendant les Gilets jaunes, dit-il ». Ou encore Éric Zemmour, au grand rendez-vous ce matin sur Europe 1, qui dit « Emmanuel Macron laisse pourrir les manifestations ». Alors lui, il dit par les racailles d'extrême gauche. C'est sa stratégie, il l'a fait pour les Gilets jaunes. Il recommence pour apparaître comme l'homme de l'ordre. Il est l'homme du désordre. À l'étranger, on se moque de nous. Est-ce que vous vous retrouvez dans chacune de ces déclarations? Chacune, non, parce que je ne parlerai pas de la même manière, ça va de soi. Je ne sais pas s'il a un plaisir personnel à voir des gens souffrir, c'est pas dans mon registre. Que ce soit pour la police, comme pour la manière de gouverner, il y a manière et manière de faire. Les Français ne sont pas un vain bétail qu'on mène au fouet. Le tempérament national ne s'y prête pas. Nous sommes un peuple remuant qui a habité par une histoire qui lui rend un sens super aigu de sa liberté, etc. On va pas s'en plaindre quand même. Bon, il est vrai que tout le monde est consterné par le comportement du président de la République. Alors, comme lui en rajoute, ça descend toute la chaîne. Alors le ministre de l'Intérieur en rajoute, sans qu'on sache pourquoi il se met à désigner l'extrême gauche. Alors nous qualifie d'extrême gauche, et maintenant, comme il était bien embêté, le voilà parti avec l'ultra gauche pour les autres. C'est une insulte extrême gauche pour vous? Non, c'est pas une insulte, mais je ne suis pas un homme d'extrême gauche, nous ne sommes pas de l'extrême gauche, la NUPES, tout le monde le sait. Il y a des organisations d'extrême gauche et qui s'en réclament, respectez-les. Moi, je ne suis pas un homme d'extrême gauche parce que je ne suis pas un homme d'extrême gauche. Je suis un collectiviste, c'est sûr, hein, mais je ne suis pas un homme d'extrême gauche parce que l'extrême gauche, ils l'entendent au sens d'une violence qui ne nous concerne pas. Mais le président de la République a un comportement qui paraît à de nombreuses personnes comme un comportement irrationnel. Quand on gouverne, ce n'est pas administrer. Quand administrer le pays et le gouverner, ce n'est pas tout à fait pareil, ce n'est pas les mêmes métiers. Si vous êtes élu président de la République, ce n'est pas pour administrer le pays, mais pour le gouverner. Dans une démocratie, il faut qu'il y ait une dose de consentement à la décision prise. Vous savez comme moi que la règle de la majorité, si on y réfléchit bien, est absurde. Pourquoi 51 ont raison contre 49? Eh bien, il faut bien qu'on ait une règle. Parce qu'on s'est mis d'accord par convention. Voilà, on s'est mis d'accord, donc on respecte ça tous autant qu'on est. Et des fois, c'est dur à avaler, mais bon, on le respecte tous. Voilà. Alors, ça signifie qu'il faut manier avec sagesse la façon de faire admettre des choses aux 49 qui n'étaient pas d'accord avec les 51. Pardon, je termine. Mais là, il n'y a même jamais eu 51.
Alors ça fait quand même fort de café de se faire intimer des choses par quelqu'un dont on a le sentiment qu'il passe toujours en force. Oui, vous faites allusion au fait qu'il y a eu 49-3, pas de vote à l'Assemblée sur cette réforme des retraites. Est-ce que non, mais pas du, pardon, mais je n'ai pas votre lecture du tout. C'est un pur coup de force. Ce texte n'a aucune légitimité parlementaire et il a fallu un 49-3 qui s'est gagné de fort peu. Donc, si vous considérez... Vous pouvez contester les institutions, et d'ailleurs c'est ce que vous faites depuis des années, Jean-Luc Mélenchon, vous avez la constance, mais le fait est que le président a respecté les institutions. Elles sont peut-être mauvaises, mais il les a respectées. Non, mais de toute façon, il y a un recours devant le Conseil constitutionnel, mais pardon, vous en avez une vision, monsieur Gindre, qui est extrêmement autoritaire, parce que la Constitution dit qu'à la fin, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Le dernier mot, c'est pas silence, tais-toi. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons déposé un recours au Conseil constitutionnel, bon, tout ça. Mais vous savez comme moi que ce n'est pas comme ça que va se régler l'affaire. Parce que si le gouvernement était... Si le Conseil constitutionnel est le juge de paix sur nos lois, n'est-ce pas à lui que revient le dernier mot dans quelques semaines lorsqu'il se prononcera? Oui, pourquoi pas. Mais disons qu'il y a plein de pays où il y a des manifestations devant le Conseil constitutionnel, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous ferez dans ce cas-là? Parce que vous avez saisi le Conseil constitutionnel en espérant qu'il ait gain de cause. S'il vous donne gain de cause, j'imagine que vous féliciterez de la décision. Évidemment. Si ce n'est pas le cas, nous continuerons la lutte. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la démocratie. Et qu'en démocratie, vous acceptez une règle, mais vous n'êtes pas obligé de ne plus défendre votre point de vue. Donc, même si la décision est prise, nous continuerons à dire que nous n'acceptons pas la retraite à 64 ans. De quelle manière le dirons-nous? Les syndicats examineront la situation, mais on n'en est pas là. Le président de la République a laissé son gouvernement ne pas demander la décision d'urgence au Conseil constitutionnel. C'est une procédure normale, mais il a quand même saisi le Conseil. L'affaire aurait pu être réglée en 8 jours. Ce n'est pas le cas il y a un mois. Donc, nous continuons dans la lutte. Et je préfère dire très clairement, nous avons fait notre part à l'Assemblée nationale, les députés insoumis, et au Sénat, les sénateurs NUPES. Mais maintenant, c'est la lutte. La grève, la manifestation, le martèlement démocratique toutes les nuits, voilà. Et Be Water, vous reprenez ce mot d'ordre hongkongais dans votre note de blog à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Soyez comme l'eau d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a amusé. Parce que je suis très attentif aux formes les plus contemporaines d'action. Je m'intéresse à chaque mouvement, à comment la jeune génération aborde l'action. Et il y a... alors, pourquoi Hong Kong? Parce que le gouvernement autoritaire de Hong Kong avait prétendu qu'il faisait comme les Français pour réprimer les jeunes gens de Hong Kong. Et les jeunes gens de Hong Kong, se référant à un film de Bruce Lee, Bruce Lee dit « be water », c'est-à-dire soyez de l'eau, soyez fluide, ne vous laissez pas attraper. Donc j'en dis autant parce que j'ai découvert, je ne savais pas que ça existait, que toutes les nuits, vous avez des groupes de jeunes gens qui sont sur des boucles de messagerie avec de la géolocalisation et qui se donnent des rendez-vous, qui vont d'un endroit à l'autre. C'est ce qu'a donné des manifestations sporadiques dans plusieurs rues de certaines villes, à Paris, mais dans d'autres villes aussi cette semaine. Ce sont des actions que vous encouragez. Parfois, là aussi, c'est l'occasion de violence, de feux de poubelle, de dégradation. Mais écoutez, la vie elle-même finit mal, tout le monde finit par mourir. Donc arrêtons d'avoir peur tout le temps. Notre intérêt, les jeunes gens auxquels je pense, je ne sais pas ce qu'ils font, ils vont d'un endroit à l'autre. Je n'ai pas entendu dire qu'ils aient monté une barricade. Et il peut arriver qu'il y ait ici ou là, il peut arriver que des poubelles brûlent. Je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, je ne leur dis pas de brûler les poubelles, c'est pas une bonne idée. Mais qu'ont-ils à faire de mon point de vue? Mais monsieur Jeanne, pardon, vous avez le bénéfice de l'âge. Mais regardez les images de mai 68. Les gens jetaient du mobilier par les fenêtres, coupaient les arbres et incendiaient les voitures. Alors tout ça, c'est très gentil ce qui se passe en ce moment, vous savez. Demandez à des gens qui maintiennent l'ordre, comme ils disent, dans un certain nombre d'autres pays, ils vont dire les Français, ils sont adorables. Et de là où vous êtes, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous considérez que le pays aujourd'hui a besoin d'apaisement? Est-ce que c'est un objectif souhaitable? Et est-ce que, par exemple, ça passe aussi par les manières de se mobiliser, par les modes d'action auxquels vous allez avoir recours? Alors, a-t-on besoin d'apaisement? Évidemment. Et il y a une manière très simple de l'obtenir, c'est de retirer le texte. François Mitterrand a retiré sa loi sur l'école, et j'aime mieux vous dire que tous à gauche, on en était malades, hein, on a accepté. Jacques Chirac a retiré une loi, Monsieur Macron s'est pris les pieds dans le tapis, il retire son texte, et tout le monde rentre à la maison, content et satisfait, et lui peut reprendre son mandat sur d'autres bases après avoir fait un grand débrief avec son équipe. Mais lui, ce qu'il veut, c'est humilier. Il veut avoir le dernier mot, alors que je vous le redis, les yeux dans les yeux, il n'y a aucune raison
ni aucun risque sur le budget de la sécurité sociale et de la retraite. Et nous l'avons démontré 10 fois. Il n'a pas été capable de démontrer une seule fois que le risque dont il parlait existait. Par conséquent, ça va, on n'est pas là tout un peuple de 67 millions pour son plaisir ou sa gouverne personnelle. Tant pis, vous êtes trompé, ça arrive à tout le monde. Hein. Et là, on vous donne le point, vous avez un désaccord. Ça m'est arrivé aussi, vous voyez, s'il faut, chacun donne sa part. Ça arrive de vous tromper? Eh ben, bien sûr, comme tout le monde. Quoi? Ah ben, je vous le dirai pas, je le garde pour moi, parce que sinon, vous allez en faire un buzz. Il y a quand même une manière à trouver pour sortir de ce conflit. Vous demandez le retrait, il ne le veut pas. Laurent Berger de la CFDT, dans la revue Le Grand Continent, fait une proposition. Il dit, dans ce cas-là, demandons non pas le retrait de la loi, mais sa suspension, ça donnerait, dit-il, le temps de trouver un compromis social plus intelligent. Est-ce que ça vous paraîtrait être un compromis acceptable? On suspend, on rediscute et on revoit ça plus tard. Alors, là où M. Berger touche juste, c'est que tout le monde a oublié, hein, parce que dans ce pays, on a une mémoire de poisson rouge. Mais en 2019, il y a déjà une loi sur la Sécu qui est passée, qui changeait complètement le régime des retraites. Il y a eu un 49.3, M. Gendre. Il aurait pu prendre son texte et dire « Bah, moi, j'ai déjà fait 49.3, toc, je le colle au Sénat ». Non, il est revenu avec autre chose. Tout à fait. Alors c'est donc qu'il avait entendu le fait qu'on n'en voulait pas de sa précédente loi. Et il y a donc, il pourrait parfaitement entendre cette fois-ci aussi, vu dans l'état dans lequel est le pays, qu'il pourrait arrêter. En ce sens, M. Berger lui propose une forme un peu élégante pour pas qu'il perde la face et faire pause. Bon, pourquoi pas? S'il veut faire pause et ranger son texte. Mais moi, je milite pour le retrait, comme M. Berger d'ailleurs. Mais j'ai fait une autre proposition, je demande qu'on l'entende. Enfin, écoutez, tout de même, la sécurité sociale est gérée par des caisses. D'accord, qui sont administrés par des administrateurs patronaux et ouvriers. C'est comme ça depuis la Libération. Il n'y a plus d'élections à ces caisses depuis 1984, mais elles existent quand même. Elles sont là et il y a des administrateurs. Par conséquent, s'il y a un problème sur une des caisses, les retraites, eh ben, on donne le dossier à la caisse en question et qui s'en débrouille entre cotisants et patrons, puisque les uns et les autres cotisent. Donc, je vous garantis qu'ils régleront le problème. Alors, à quoi bon tout ce bins? La sécurité sociale n'appartient pas à l'État, elle appartient aux cotisants. C'est quand même curieux que ce soit moi qui dois avoir appelé ça, et je le redis, donc, donnez ça aux caisses de sécurité sociale, et adjugé vendu, il n'y a plus d'histoire. Le président cherche quand même la porte de sortie à sa manière. Il a demandé à sa première ministre de préparer un nouveau programme de travail, un nouveau programme législatif, d'élargir la majorité. Alors ça concerne effectivement pas la France insoumise, on n'a pas de surprise là-dessus. D'ailleurs, l'Élysée a communiqué auprès d'Elysée il y a quelques minutes en indiquant que demain, la première ministre allait présenter au président la feuille de route des consultations, c'est comme ça que c'est présenté, qu'elle compte mener, puis elle le fera au chef de la majorité, à des ministres, à un déjeuner à l'Élysée. Elle répond ainsi à la demande du président cette semaine qui lui a confié le mandat d'élargir la majorité. C'est nouveau, ça. Est-ce que vous souhaitez être reçu par le président de la République, que les chefs de parti soient reçus, que les chefs de groupe parlementaires soient reçus, Emmanuel Bompard, Mathilde Panot, pour ce qui vous concerne? Pourquoi pas mais vous ne le demandez pas. Non, mais ça ne me paraît pas. On tâchera d'être poli, comme toujours. Bon, il y a des fois, c'est pas possible, mais d'autres fois, non. Alors, il veut parler, on parle, bon. Mais tout ça n'est pas crédible, écoutez. Pourquoi pas crédible? Mais rien n'est crédible de ce qu'il propose. Tout d'un coup, ça le prend. Il dit, nous allons parler du travail, de la pénibilité. Mais c'est lui qui vient de supprimer dans la loi, qui est passée à coup de 49.3, là, il vient de supprimer la pénibilité par l'exposition aux risques chimiques. C'est lui qui a supprimé 4 critères de pénibilité, excusez du peu, les risques chimiques, les vibrations mécaniques, les charges excessives et les postures douloureuses. C'est lui. Alors, il revient tout d'un coup et il dit, bon, on va parler de ça. Ben, les gens lui disent, mais monsieur, vous foutez de nous? C'est vous qui avez aboli tout ça. Alors, Laurent Berger a dit qu'il était prêt à aller discuter à l'Élysée. Mais comme tout le monde, monsieur Berger, mais tout le monde est pareil. Si on vous dit, venez parler avec moi, vous dites pas, allez vous faire voir, ça se fait pas. On dit, bon, il faut toujours être disponible pour parler. Mais moi, je préfère parler cru et dire, écoutez, président, c'est pas sérieux, quoi, trouvez autre chose. Comme si vous voulez faire une diversion, n'allez pas en plus nous faire passer pour des imbéciles. Parce que figurez-vous que les gens avec qui nous militons, les unions locales syndicales, les unions départementales, les syndicats de branche, mais vous savez qu'ils ont sous leurs cheveux un cerveau. Et tous ces gens-là se rappellent de tout. Et ils nous disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez discuter de quelque chose alors que c'est lui qui l'a supprimé. Donc au moins pour notre dignité, c'est pas une manière de travailler que celle de M. Macron. Monsieur Gendre, rien ne l'émancipera d'avoir à retirer son texte. Alors soit parce que ça s'appelle pause, soit parce que ça s'appelle transfert à la Sécu, comme il voudra. Mais tant qu'il n'aura pas cédé, il aura droit à de la mobilisation sociale, encore et encore. Nous nous installons... Sans fin, il n'y a pas de date de fin. On verra. Pour l'instant, nous disons une chose. Non, mais bien sûr, mais nous luttons.
Nous continuons à remplir la caisse de grève et à distribuer. Nous continuons à faire des collectes alimentaires pour amener sur les piquets de grève. Nous continuerons, je parle pour les insoumis, à suivre les syndicats chaque fois qu'ils appellent à l'action. Mardi 28, ils nous appellent à l'action, nous serons dans l'action le mardi 28. Jean-Luc Mélenchon, ou parfois les précéder, c'est ce que Philippe Martinez de la CGT vous a parfois reproché. Ça fait plusieurs mois qu'il a des mots durs vous concernant et que vous avez eu des mots durs le concernant. Jamais? Non. D'accord, donc tout est de sa faute. Oui, et je pense que c'est pas malin de sa part, parce que ça divise. Et en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Alors peut-être, je ne sais pas pour quelle raison il ne supporte pas, ça peut arriver dans la vie, hein. Ça n'est pas réciproque, je ne le connais pas. Donc je n'ai pas de raison de le détester ou de lui en vouloir. Le principal leader du parti de gauche ne connaît pas le principal leader d'un des syndicats on s'est rencontrés, mais ça ne fait pas une connaissance, si vous voulez, au point que, par exemple, il paraît que M. Macron ne supporte pas M. Laurent Berger. Ben, c'est pas mon cas. Moi, j'ai eu des relations téléphoniques, courtoises avec M. Berger. Vous, c'est Martinez, plutôt le problème. Alors bon, avec M. Martinez, j'en ai moins eu, pour une raison qui lui appartient et que je ne connais pas, mais je ne participerai pas à ça. Je l'ai dit le premier jour. Je n'ai jamais répondu à M. Roussel, c'est pas pour répondre à M. Martinez, qui en est une version édulcorée. Bon, donc non, je ne réponds pas. Je prends sur moi de me taire, de serrer les coudes avec les camarades, parce que pour moi, la CGT, c'est des milliers et milliers de bons camarades qui sont mes amis, et j'ai pas envie de leur créer du trouble, alors que c'est déjà si dur de mobiliser. Dans quelques jours, il sera remplacé à la tête de la CGT. Il y a un congrès en cours. Ce serait une bonne nouvelle, donc, son départ. Je veux pas dire ça, parce que cet homme s'est aussi dévoué à sa cause, j'en suis certain, et ce serait pas juste de dire des mots aigres dans un moment comme celui-là. Cependant, ne me demandez pas de me dire que j'espère qu'il y aura du nouveau pour nous. Pourquoi, Monsieur Jeanne? Parce que là, nous sommes au pied du mur d'une difficulté qui ne passionne pas les foules, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est comment peut-on faire en sorte que le mouvement social et la gauche politique arrivent à converger quand ils racontent exactement la même chose. Et là, nous sommes une main en deçà. Monsieur Martinez a créé une ambiance, ça lui appartient, il a dit « je ne veux pas des politiques bon, alors, donc nous sommes, condamnés à attendre le moment de participer. Quand nous étions à l'Assemblée nationale, M. Martinez ne s'est pas gêné pour venir nous dire ce qu'on devait faire. Et fort heureusement, nous ne l'avons pas fait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés au vote de l'article. Il souhaitait que vous mettiez fin à l'obstruction pour avancer les débats. Ben, écoutez, nous étions hostiles. Personne ne voulait qu'on vote l'article 7. Personne dans notre groupe. Il y avait des appréciations différentes pour savoir si un amendement de suppression avait une chance de passer. Je dois dire qu'on en a fait toute une histoire, ça n'en est pas une. C'est difficile de mettre au point une stratégie. Mes camarades en ont mis une au point. Heureusement qu'ils étaient là, parce que les trois autres groupes qui ont suivi les consignes de M. Martinez sont restés toute une journée sans un seul amendement, ni une possibilité de prise de parole. Donc nous, les insoumis, ce qu'ont fait mes camarades, et je les en félicite, ils ont tenu jusqu'au bout, et heureusement pour nous. Vous disiez, Jean-Luc Mélenchon, moi-même, je ne fais pas toujours bien, même si vous ne voulez pas dire quelles erreurs vous avez commises. Est-ce que vous êtes 100% Vous-même vous en commettez, monsieur Jean, rassurez-moi. Tout à fait. Peut-être qu'il y a certaines questions que j'ai loupées dans cette interview, par exemple. Est-ce que vous êtes 100% satisfait de la manière dont vos parlementaires se sont comportés à l'Assemblée? Ils ont aussi été critiqués pour ça. Le ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt pour Thomas Porte, le mot assassin pour Aurélien Saint-Toul. Est-ce que si c'était à refaire, vous referiez tout pareil? C'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais vous m'avez demandé, est-ce que je suis d'accord à 100%? Non, je suis d'accord à 120%. Parce que le rôle des insoumis était de montrer qu'ils n'étaient pas dupes de la comédie dans laquelle on essayait de les enfermer. C'est-à-dire un temps réduit de débat. Ça justifie les excès. Mais quels excès? Arrêtez. Des jeux de chamboule-tout, toutes les semaines, il y en a. Et vous avez des fois ma tête. Alors, et alors on jette dessus des balles. Bon, ça c'est rien, c'est pas un problème. Saint-Toul dit assassin, il aurait mieux fait de s'y prendre autrement. Moi, je m'y serais pris autrement, mais j'aurais peut-être dit le même mot. Parce que, monsieur Gindre, quand même, la vérité, c'est que plus de gens vont mourir avant d'arriver à la retraite. Parce que, monsieur Gindre, le même monsieur Macron qui veut parler de pénibilité, comme il a supprimé les délégués hygiène et sécurité environnement dans les entreprises, eh bien, depuis 2 ans, le nombre de morts au travail, sur le poste de travail, a augmenté, et le nombre de morts de maladies professionnelles augmente. Donc Saint-Toul aurait dû peut-être glisser ça autrement. Il s'est excusé, je ne veux pas être plus violent que lui, hein, mais quand même, le fond de l'affaire, c'est que c'est une vraie question, les morts au travail. On est record d'Europe. Et vous savez comme moi que plus on vieillit, vous aurez le temps de vous en rendre compte, plus les réflexes diminuent, moins on est habile, et donc plus le corps, quand il est cassé, se casse encore plus. Donc Saint-Toul n'a pas fait qu'exagérer. Il a dit quelque chose qui correspond à une réalité. Quant au reste,
Vous voulez quoi? Que je ne sois pas satisfait de cette Marseillaise qui a retenti dans le monde entier? Ou quoi? Bon, alors, un ballon de foot, tu parles d'une histoire. Bon, je nous l'ai rendu maintenant à considérer qu'un ballon de foot, c'est une... Quand on a muré la permanence de Madame Catherine Couturier, 4 fois, hein, personne n'a été dire, et les policiers étaient là, et les gens qui ont muré aussi. Donc pas de regret. C'est comme. Mais non, écoutez, vous avez vu ce qu'a dit M. Bernard Debré, qui n'est pas un gauchiste échevelé. Hein. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il dit, mais enfin. Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, il dit, écoutez, mais tout ça est dans l'ordre des choses. Je vais même aller plus loin. J'ai pris cet exemple à plusieurs reprises. Depuis le sacrifice d'Abraham, la violence symbolique remplace la violence entre les êtres humains. Dans un parlement, on s'engueule, le ton monte. Des fois, il y a un mot de trop. En général, la présidence, au lieu de faire le singe à la tribune, va voir les gens après en disant « collègues, ça ne peut pas durer comme ça ». On parle entre personnes. On ne fait pas le côté je donne des ordres, je donne des... C'est pas comme ça qu'on mène une assemblée. Regardez Debré. Combien de fois il a dû se fâcher avec les gens? Pas beaucoup. Pourquoi? Il avait l'art, vous voyez. Mener une équipe... Donc ça manque d'art aujourd'hui. Écoutez, j'ai été président de groupe, président de plusieurs groupes, et j'ai présidé des assemblées. Celui qui vient avec sa baguette, il a raté son coup d'avance. Et donc ça, c'est pour Yael Braun-Pivet. Revenons à l'exécutif, Jean-Luc Mélenchon. On a aujourd'hui un président de la République élu. On a une première ministre nommée, un gouvernement nommé. Est-ce que vous considérez que ceux qui sont nommés, la première ministre et les ministres, doivent partir pour que le quinquennat puisse avancer? Ah ben... le quinquennat, le président est là, il est légitime, il a été élu dans des conditions assez spéciales, par défaut. Il a perdu ensuite les législatives, mais il est élu. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, on respecte la règle. Alors, il pourrait partir. Franchement, ça ne m'empêcherait pas de dormir, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que Mme Borne doit s'en aller? Évidemment, oui. Et je serais un hypocrite si je vous disais le contraire. Mes amis ont voté la censure. Qu'est-ce que ça veut dire voter la censure? Le gouvernement est battu. Normalement, le chef du gouvernement battu, il s'en va. Oui, mais sauf qu'un nouveau Premier ministre qui serait un soutien d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça changerait à la situation? Regardez-vous comment vous faites le matin, vous changez de chemise. Bon, eh bien là, il faut changer de chemise, voilà. Et si vous voulez retirer... Pour un coup de propre. Un coup de... On passe à autre chose, quoi. Il retire la loi et se retire la personne qui l'a amené. Parce que le président, il est quand même étrange. Au début, il faisait, c'est pas moi, voyez le Premier ministre. Le voilà parti en Afrique, on ne peut pas dire que ça a été brillant, mais enfin, le voilà parti. Il revient, il dit rien, et puis tout d'un coup... Il convoque tout le monde le matin, à 3 reprises à l'Élysée, si bien que vous, commentateur, moi, responsable politique, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc le revoilà en première ligne. Et nous avons tous appris à 14h45 qu'il y aurait le 49.3 après qu'il ait changé d'avis 4 fois dans la matinée. Avouez que tout ça laisse un peu pantois. Donc, moi, je plaide... Alors, Berger appelle ça la pause. Moi, je plaide la remise à plat. Transférer tout ça aux caisses de sécu... On retire le texte, les gens rentrent chez eux, ils sont contents, ils auront un moral d'acier en disant « ouais, c'est formidable, j'ai été écouté ». Parce que les gens pensent qu'on s'en fout de leur souffrance. Et refaire des élections législatives, la question a beaucoup été posée ces dernières semaines. Nos confrères de l'Institut de sondage IFOP ont fait une enquête pour le journal du dimanche. Quand on regarde les résultats, alors vous êtes avec la NUPES assez haut, 26%. Si on regarde en comparatif, en fait, vous restez sur des niveaux qui sont très comparables. Vous gagnez même 1 point par rapport à la dernière vague du sondage. Et toujours ça le prix. Voilà. Si on regarde le Rassemblement national, là, il y a une vraie hausse parce qu'il y a un bond de 5 points. Et c'est Renaissance qui perd 5 points en l'occurrence. Mais ce que ça nous dit aussi, Jean-Luc Mélenchon, c'est que le plus probable, c'est qu'il n'y aurait toujours pas de majorité absolue pour gouverner la France. Oui. Faut-il aller à l'élection? Ça, c'est le président qui le décidera. Moi, je lui ai déjà dit, nous, on n'a pas peur. Je crois qu'on n'est pas les seuls à dire ça. Est-ce que ça réglerait le problème? Mais attendez, là, il se passe quand même quelque chose d'assez fascinant dans ce sondage. Si nous le prenons au pied de la lettre, moi j'ai un peu de... Parce que le même institut s'est trompé sur nous de 2 points pour les législatives, et nous avait enlevé, qu'on les a fait, et il en avait rajouté 3 au fond. Mais admettons que ce soit ça. Regardez, -5 pour Renaissance, +5 pour le Rassemblement national. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est une droitisation de la droite. Comme LR a été incapable d'arrêter le mouvement de balancier entre M. Macron et la société de droite, et qu'ils finissent de s'effondrer, c'est le Front National, le Rassemblement National, qui est en train d'aspirer. Mais qui? Macron. Et comment on en est arrivé là? Donc, parce que pendant des années, on m'a dit il y a une porosité entre la gauche et l'extrême droite. Pas du tout. C'est entre les macronistes et l'extrême droite. Vous pensez que ce sont les électeurs d'Emmanuel Macron qui partent au Rassemblement national? Qui voulez-vous que ce soit, puisque les autres... Il peut y avoir un passage par l'abstention entre les deux, il peut y avoir d'autres formations politiques. On ne passe pas forcément de macroniste à le Vous cherchez une autre... Moi, je vois ce que je vois.
je vois que là, il est dit qu'il perd 5 points et que le rassemblement... Non, mais pardon, laissez-moi développer ma thèse. Oui, mais ma thèse est que comment on fait avancer la droite se radicalise et la droite macroniste, qui a toujours eu une pente autoritaire, et le libéralisme est à vocation autoritaire, puisqu'il pense qu'il détient, comme fait M. Macron en ce moment. C'est moi qui ai raison, parce que techniquement j'ai raison, donc tous les autres ont tort, et s'il faut, c'est avec la matraque. C'est dans leur nature. Donc tout un secteur de la droite macroniste est en train de passer au Rassemblement national. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, les macronistes ont élu 2 vice-présidents du Rassemblement national, ont permis au Rassemblement national de nous passer devant pour la motion référendaire. J'en passe et des meilleurs. Ils votent ensemble sur les lois sécuritaires, ils votent ensemble contre le SMIC à 1 600 €, etc., etc. De votre point de vue, ils sont, eux, de leur point de vue, opposés. Mais revenons, si vous le voulez bien, Jean-Luc Mélenchon. Mais pardon, monsieur, c'est vous qui me montrez un sondage. Non, ma question, vous avez donné votre réponse est libre, mais ma question était autre. Ma question c'était une question? Oui, était comment le pays peut-il avancer jusqu'en 2027, la prochaine présidentielle? Si on regarde la situation actuelle, le président de la République a dû faire annuler la visite d'État de Charles III, le roi anglais. C'est une bonne décision d'ailleurs? Disons qu'au plan international, les Français, c'est les Français. Donc on a l'air ballot. Au plan interne, on rigole, parce que ce machin à Versailles, là, le monarque présidentiel plus la monarchie anglaise, bon... Mais vous l'auriez reçu, vous, président ou Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon à la tête du pays, est-ce que vous recevriez le roi Charles? Ah ben oui, moi je ne suis pas président des Anglais, mais des Français, dans ce cas-là. Et si les Anglais veulent un roi, c'est leur affaire. Vous le recevez. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis en plus, pardon, mais les Anglais, on a toujours eu un petit faible pour eux. Ils ont résisté magnifiquement aux Allemands, c'est un peu plein d'humour, alors ils ont choisi d'avoir un roi, ça les regarde, mais ça leur passera, vous verrez. Parce que la précédente reine était très populaire à titre quasiment personnel. C'est moins le cas de monsieur l'actuel roi. Et puis, vous avez vu que, par exemple, l'Irlande, qui était coupée entre une république et une partie royaliste, dite unioniste, vient de voter Sinn Féin en majorité, qui est un parti ami d'une autre, donc ils sont devenus républicains. Et ainsi de suite, les Écossais feront peut-être un référendum sur l'indépendance. Vous allez voir, ça allait être très rock'n'roll, la Grande-Bretagne. Est-ce que vous attendez que ce soit le président de la République qui maintenant s'occupe de tout? On entend déjà des voix dire, il a un voyage en Chine prévu début avril, il faut l'annuler, il doit s'occuper du pays, il doit s'occuper de la situation sociale. Vous dites non? C'est pas comme ça que, pour ma part, j'aurais pratiqué. S'il y a un Premier ministre, il n'est pas là juste pour signer les parapheurs pendant le week-end. Donc le Premier ministre est marqué dans la Constitution, c'est l'article 20, dirige et conduit la politique de la nation. Alors c'est vrai qu'on a vu des gens passer là, dont on se disait que s'ils conduisaient déjà eux-mêmes, ça serait pas mal. Mais bon, Madame Borne est s'il l'a choisi, c'est qu'il la pense capable de diriger et conduire la politique de la nation. Les attributions du président sont un peu différentes. Alors je vous dis tout ça parce que, comme je pensais qu'on allait gagner les législatives, on a gagné le premier tour, j'ai quand même regardé de très près ce qui seraient mes éventuels pouvoirs dans cette hypothèse-là. Justement, Jean-Luc Mélenchon, puisque vous n'avez pas gagné les législatives et que pour le moment, il n'y a pas de nouvelle élection prévue, pour le moment, comment vous voyez votre rôle à vous aujourd'hui? Quel est votre rôle, votre place dans toute cette séquence-là? Il y a les choses que je ne peux pas m'empêcher de faire. Si vous voulez, j'ai dit que je me mettais en retrait de l'Assemblée nationale. Je suis très content de ma décision. Sans doute ai-je favorisé le fait que les caractères ont pu se construire. Alors il faut qu'ils trouvent encore le moyen d'arriver à tous bien vivre ensemble. Mais le résultat est magnifique. Je suis très fier d'eux. J'en ai des fois les larmes aux yeux de voir ce qu'ils sont capables de faire, de couvrir le terrain. Ils sont à la hauteur. C'est extraordinaire. Après, moi, je suis le coprésident avec Clémence Guettet, qui est députée du Val-de-Marne. Qui est ma complice depuis quelque temps déjà sur les questions de programme et tout ça, une personnalité très brillante et une jeune femme. Dernier mot. Bon, on fait ce travail-là. Et puis après, qu'est-ce que vous voulez? Je porte en moi un caractère, une manière d'être et beaucoup d'expérience. Donc là, on me demande beaucoup mon avis. Hein. Que ce soit Manuel Bompard, qui est le leader, un bon leader de la boîte, ou Madame Panot, il me dit, alors toi, tu vois ça comment? Je donne mon avis. Voilà, après, on verra. 2027, on vous retrouvera. On verra pour 2027. La vie est longue, que voulez-vous que je vous dise, monsieur? Si ça se trouve, je n'y serai plus. Ou bien j'y serai encore plus enragé que jamais. On ne sait pas. Je ne le sais pas. Laissons à la vie sa formidable puissance créatrice et poétique. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été l'invité dans Toute franchise ce soir.